Une interrogation récurrente au sein de Quartier de Demain porte sur les usages de l'espace public et sur les différentes façons de ramener dans ces espaces des publics mixtes à tout point de vue. Des questions que je vais soumettre à mes trois invités. Antoine Chaudemanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associé au sein du cabinet XDGA, c'est bien comme ça que ça se prononce ? Correct. Super. Vous avez travaillé sur le projet de la résidence Ardennes à Sedan. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Martine Rencano. Nice to meet you, Martine. Je vais poser des questions en anglais à des moments à Martine. Préparez-vous. Martine, vous êtes architecte, cofondateur de l'agence Topotech Heinz et vous êtes penché sur le cas du quartier de la Ponsonne à Manosque. You work on Manosque. Correct, perfect. Merci beaucoup d'être là. Et enfin, Marion Talagrand, bonjour Marion. Merci aussi pour votre présence. Vous êtes paysagiste urbaniste, associée fondatrice d'AMT. Vous avez travaillé sur le quartier du Petit Séminaire à Marseille. Alors, il y a une question récurrente lorsqu'on s'intéresse à l'animation des espaces publics, c'est la façon dont on peut combler les vides. Et comment est-ce qu'on active ces espaces ? Alors ça, c'est des grands mots qu'on emploie en architecture. Et pour un journaliste ignorant comme moi, ça représente beaucoup de mystères. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Marion. Je ne vais pas commencer par répondre à votre question. Je vais commencer par dire comment pour nous la question se pose dans le genre d'espace où nous avons travaillé au Petit Séminaire ou plus généralement dans ces quartiers de périphérie, et comme je le disais ce matin, qui sont dans un environnement à grande dominante résidentielle, où on ne passe guère par hasard, qui ne sont pas activés par des pôles commerciaux ou autres. Et donc... qui sont souvent aussi très très généreux en foncier. Voilà. Et donc il y a en effet une question de savoir quelle est la vocation de ces espaces demain, sachant que l'espace public dans ces lieux-là, c'est vraiment constitué par défaut, c'est-à-dire par défaut de tout ce qui est, je dirais, phagocyté par les lieux privés ou par les équipements, mais qui sont fermés, clos et d'usage réservé. Donc il ne reste rien souvent dans l'espace public. Donc en effet, votre question est juste, mais il faut savoir de quoi on part et que tout acte trop artificiel, à mon avis, échouera à faire vivre ces espaces publics. Et il faut aussi se prévenir d'une chose, c'est de vouloir faire de ces espaces des lieux qui aient la même intensité d'usage qu'on peut l'avoir en centre-ville ou dans des lieux avec plus forte densité d'habitation, d'activités, de diversité d'activités, de diversité de publics. Voilà. Et pour cette raison, nous on parle d'espaces publics à intensité variable, parce qu'on pense qu'il faut vraiment les penser dans des temporalités très différentes et accepter qu'ils soient vides d'usage, vides de personnes, pendant peut-être de grands moments, et parfois plein de personnes aussi. Voilà. Je peux développer ensuite. Mais je vous en prie. On peut développer sur justement cette idée d'accepter le vide et d'accepter le fait que ces espaces ne soient pas à remplir en permanence. C'est quand même une démarche qu'il faut faire. Oui. Et alors, nous, ce qui nous semble ensuite important aujourd'hui, au regard des enjeux qu'on a traités dans ces quartiers et dans la ville en général, la question évidemment climatique qui est devant nous, mais la question aussi de l'évolution, je dirais, sociale et démographique, avec le plus grand isolement, le vieillissement aussi, c'est de répondre aux besoins qui sont liés à ça. Et donc on a développé cette idée de base environnementale, c'est-à-dire que de fait de cette générosité du foncier, il peut y avoir là matière à créer un paysage qui participe de la robustesse climatique, écologique d'un quartier, d'un territoire, de la ville. Et puis également une autre notion d'aire de solidarité qui consiste à dire que dans ces espaces, tout en partant des pratiques qui sont celles qui sont là, qui peuvent être erratiques, modestes, discrètes, les accompagner pour que des usages alors autour de l'échange, de l'entraide, de la transmission de savoir, du soin à l'environnement, du soin du paysage puissent aussi prendre place. En quelques mots. Non, écoutez, on a un petit peu de temps quand même. C'est pas si pressé que ça. Martin, I will try to ask you a question in English. It will be a terrible experience for both of us. How do you make these public spaces that you worked on accessible for a lot of different users? How did you work on that topic? Specifically on the project we did here for Manosque or in general? Let's start with Manosque and let's go general after.
I must say, one of the unique given tasks in Manosque was that there was a program. Often in public space can be neutral, can be a square, that obviously in a very dense city can have many purposes. Can be a market, can be a place for waiting for the metro, or to meet someone, or to read a paper, or to have a coffee, whatever. So this neutrality can be okay if it's a very dense and very lively city. This kind of pauses in the density, like you would see here in Paris quite a lot, is quite useful. In places like Manosque, where you have a typical urban design, a rational urban design of the 50s, 60s and 70s, where there is a lack of density, a lack of life, let's say. It's good if you have something that people have to go to, that there's a reason to go, okay? So we have a school next to our site, and we have a high level of programmation towards sports. Okay, so we have 2 football fields, and there was even additions to the sports they wished from side of the client. They wanted an archery, they wanted other kind of sport facilities, and we even added a sport program to it. So the idea was that actually the reason to go there, and I believe that when one of the issues of today is a certain lack of trust, because we kind of tend to tribalize. So if you're a lefty, you are only with your lefty people. If you're right, and if you're Catholic, or if you're Jewish or Arab or whatever, there is a little kind of encounter between different, and also because of internet and Instagram, whatever, you also get your opinion mirrored all the time. So you are, in former times, you would have much more contradictions in everyday life to your thinking, no? And that also would balance the society. So we kind of tend to, and I believe that sport and this kind of programmation can help to create encounter between different generations, different genders, different groups, different beliefs, different political opinions. So I believe in that context of Manosque, with the lack of density, the programmation and the synergies produced by programmation create the necessary encounter that without that, in that area wouldn't exist. Today you have more of a spread of program. There is one football field here, and another volleyball field there, and a skating rink further away. So everything is again kind of, every group has its own village, so to speak. And what we did is to create to densify the uses and to create a maximum synergy between them. Antoine Chaudemange, la question elle s'est posée de la même façon à Sedan, sur l'idée de recréer aussi des usages peut-être dans un espace qui était un peu délaissé. Je sais qu'en discutant pas mal autour de la résidence Ardennes, on a eu beaucoup l'écho que c'était des lieux qui étaient assez finalement désertés. La plupart du temps, la journée, il y avait peu de monde, il y avait peu d'usages. Est-ce qu'il y avait aussi un enjeu de recréer des usages ? Il y avait une question autour des usages, et je rebondis sur la notion d'intensité, parce qu'en fait, on peut pas remplir, en fait, on peut pas combler nécessairement l'espace public. Combler, oui. On doit laisser du vide, on doit laisser des espaces, des interstices, pas des interstices, mais des distances, des intervalles, pour que les choses prennent corps dans l'espace, et on peut pas nous tout dessiner, parce qu'on doit pas tout figer justement par le dessin. Donc la question du vide, elle est importante pour laisser place aux usages. Et justement, ce qu'il y avait à Sedan sur la résidence Ardennes, c'est peut-être de manière très prosaïque, au centre de ce vide entre les tours, il a été positionner un city-stade. Donc voilà, quand on est face à un vide, la réponse peut-être de la force aménageuse, la force publique ou d'autres acteurs, tous les acteurs qui participent à la ville, ont tendance à remplir ou vouloir amener des choses. Et ça fige un petit peu ce city-stade. C'était un autre vide dans le vide qui finalement n'apportait pas cette ouverture ou ces possibilités sur les usages. Ça, c'est pour le point sur la résidence Ardennes, mais de manière un peu plus générale, je crois, pour faire le lien avec ce qui a été dit avant aussi, j'ai l'impression qu'il y a un écho aussi sur la question de l'espace public, dans les projets de faire place, de laisser cet espace se créer, pour permettre justement un peu
peut-être une forme de calme aussi pour les gens qui habitent là, dans ces endroits où ils sont très traversés d'une sociabilité de part en part, comme dit Huyghe. Donc d'avoir aussi ces moments un peu de calme. Je vais finir juste sur un point particulier à la résidence Ardennes, où on était accompagné par City Tools, et chez City Tools, il y a Mathieu Berger qui a fait un travail de recherche assez élaboré avec d'autres équipes de chercheurs de l'ULB, de la VUB à Bruxelles, sur les enclaves inclusives. Et la situation de la résidence Ardennes faisait écho aussi à ce travail-là. C'est-à-dire que si vous voulez que les usages prennent corps, il faut non seulement du vide, mais il faut que les personnes qui sont autour et qui participent à cet espace-là, ils se sentent dans un espace, si pas appropriable, en tout cas protégé du reste de la ville. Donc que parfois des situations d'enclave, on va vouloir les désenclaver, les mettre en connexion, les relier au reste de la ville, et on risque parfois comme ça d'abandonner des publics, de tuer des possibilités ou de supprimer des possibilités de rencontres aussi. Donc ça, c'était un paradoxe assez intéressant. On a là à Sedan en fait la possibilité d'explorer un peu ces pistes-là aussi d'enclave inclusive. Marion, il y a cette question aussi de mixité des usages, de mixité des publics qui peuvent profiter de ces espaces. C'est aussi une notion à prendre en compte quand on réfléchit à leur but profond. Oui. Je n'ai pas la solution pour que le partage de l'espace soit complètement équitable. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à la conversation qui a lieu, c'est que ce qu'on peut faire et ce qui est entre nos mains, notamment en tant qu'architecte paysagiste, pour que les gens viennent dans un lieu et respect de ce lieu dans l'usage qu'ils en ont, c'est tout simplement de bien l'aménager. Ça peut paraître un peu bête, mais de faire un lieu qui soit agréable. Et aujourd'hui, cette question du caractère agréable est liée à la protection climatique principalement, je pense. C'est-à-dire un lieu où on peut être en extérieur en été, on peut être en extérieur en hiver, aux différentes saisons. Il me semble que la programmation a ses limites. La programmation a ses limites si elle est dans une logique d'équipement de l'espace public. Elle me semble intéressante quand elle est dans une logique d'accompagnement des initiatives ou d'élargissement de l'espace d'expression des usages qui existent. Par exemple, je pense au petit séminaire, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient importantes pour la sociabilisation des femmes, des enfants, des adolescents, organisées par le centre social, par exemple, et qu'elles étaient toutes en vase clos, à l'intérieur des murs, alors qu'elles pourraient prendre place en extérieur dans l'espace public. Et donc, c'est plutôt en partant de ce qui existe, à mon avis, de ce que font déjà les gens, qu'il est possible de redonner du sens à des espaces publics, en effet, qui ont été défaits de leur vocation et des usages. Voilà. Et ça invite aussi, à mon avis, à penser différemment la gouvernance, la gestion, l'entretien de ces lieux. On est dans des gestions qui restent très techniciennes, voilà. Et évidemment, s'il y a une forme de responsabilité, d'implication des personnes utilisatrices de ces espaces ou des voisins de ces espaces, eh bien, on y gagnera beaucoup. C'est-à-dire que même la question du prendre soin, de l'entretien, deviendra un des usages principaux. Voilà l'esprit dans lequel nous avons travaillé pour ce projet et de manière plus générale. I will ask my last question in English for Martin, especially for you. Thank you. You're welcome. During one of the past interview we did this morning, one of the guests spoke about the fact that these neighborhood, these spaces needed serenity. How do you inject serenity through public space? Do you have an idea, Martin? I don't agree actually on that. I think that it's the opposite. This kind of rational urban design projects usually are quite. They can be conflictive
because of the social, because there is too much homogeneity in the social mix, so too many poor people or whatever, no? So, but this is not a responsibility of the public space. The problem is that there is no, good places of encounter that actually create a sophisticated and cultivated chaos or conflict are actually what makes urbanity tolerable. Good cities usually are quite conflictive in a good way. You can also say they have sex appeal. Sex is also a conflict, a nice one. So otherwise, if there is no encounter, there is no joy. And so it comes, the roses come with the spines. And the mistake of the rational urban design is that they try to avoid the conflict, separating housing from traffic, from production, and so on. So the idea would be how to create in these places, let's say, cultivated places of encounter and conflict that would, let's say, catalyze the conflict instead of repressing it, okay? And this is actually, for example, sport. I don't want to come back to that, but sport is one of them that is, in a way, a coordinated conflict, okay? So that you say it's a conflict, it's a reality of the place, it's the situation, it's the context, it's the genius loci of the place. Why don't we deal with that how can we cultivate it? Because usually, it's almost like in psychoanalytical terms spoken, you can't solve a psychoanalytical problem usually. You can only deal with it, let's say integrate it into your character. So if you have a, let's say, rather conflictive neighborhood, you are not going to pacify it. You are going to repress it maybe. It's like giving Valium, then you pacify it. You call the police, or you seclude more, you make them, you do fences, to keep them quiet. But if not, you have to have a certain, let's say, sense of a cultivated coming out almost. Places that allow, an example, just to make it clear, we had a project we did in Copenhagen some years ago, and with a similar background, a very conflictive neighborhood, and one of the elements we put on that square was a boxing ring, okay? So in boxing, obviously, it's rather dramatic violence, but it's also sport. So in the end, it's kind of the question, how do you tune these kind of problems to make them a little bit more tolerable, and through this toleration, eventually they could become better. So I don't believe the pacifying is like cultivating conflicts, not allowing conflicts, not, let's say, creating more conflicts, but cultivating. Let conflicts be producing. Let conflicts be positive, dutiful, whatever, beautiful as well. And it's also much more interesting because if you have these pacified places, the only ones that like this is actually dogs, And we shouldn't build for dogs. We should build for people. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à ce micro pour partager. Non, it's okay, Martin. You're forgiven. Pour partager un petit peu de cette incroyable expérience qu'est les quartiers de demain. Merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille entre ses murs. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.